Ce matin, je commence ma journée à 40 km de l'usine, la gare de Valognes, une gare propriété d'Areva. C'est ici qu'arrivent les trains qui transportent les déchets nucléaires en provenance des centrales. La SNCF achemine les colis radioactifs sur les lignes normales. Les 2 wagons en question proviennent des centrales EDF de Palluel et de Belleville. Tout petit, je rêvais d'aider les autres, sauver, secourir, protéger. Finalement, j'ai changé de cap, je suis journaliste et j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes ordinaires qui vivent des expériences hors du commun. Il y a un côté assez excitant, je trouve, à aller approcher l'atome comme ça, d'aussi près. Bon, on va pas se faire d'illusions. Areva ne va pas nous ouvrir toutes les portes. Probablement même qu'on ne verra rien du vrai fonctionnement de la centrale. Ils nous ont prévenus, la visite sera très encadrée. Est-ce que pour autant, il ne faut pas y aller? Il faut quand même franchir cette porte que les autres ne peuvent pas franchir. Moi, c'est ça qui me fait avancer. J'adore ça. L'idée d'aller là où les autres ne vont pas. C'est un peu le sens de notre métier. Je suis en Normandie, à 25 km de Cherbourg, la pointe de la Hague. C'est assez impressionnant, c'est perdu au milieu de nulle part, fait un temps normand. Je vais passer plusieurs jours au cœur de l'usine d'Areva qui recycle le combustible nucléaire. Ce site est unique au monde. Oh nom de Dieu! Au bout de la presqu'île du Cotentin, perchée sur son rocher, la voici, l'usine de retraitement des déchets nucléaires de La Hague. C'est le général de Gaulle qui l'a voulu, au nom de l'indépendance nationale. Ici, Areva retraite les combustibles de toutes nos centrales nucléaires et ceux de nos voisins européens, et même du Japon ou d'Australie. Au Cap de La Hague, les courants et les vents sont parmi les plus puissants d'Europe, idéal pour diluer d'éventuels rejets. Le site s'étend sur 300 hectares, 400 terrains de football. Il est protégé par une double barrière électrifiée de 12 km. C'est aussi le plus gros employeur du Nord-Cotentin. Il fait travailler 5000 personnes et 3 d'entre elles seront mes guides. Quand il ne se fait pas des frayeurs sur son kitesurf, Bruno supervise l'arrivée du combustible usagé. Il m'emmènera tout près de la zone rouge, là où les déchets sont déchiquetés. Christophe. La journée, il manipule des bras robotisés en zone contaminée. Le soir, il compte ses moutons avant d'aller dormir. Jean-Philippe. Quand il ne peint pas l'usine dans son atelier, il mesure l'impact du site nucléaire sur l'environnement local. Avec eux, je vais passer une semaine dans un univers hors norme. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le site de La Hague. Merci. On va commencer par un badge. Je viens de pénétrer dans une usine sous très haute surveillance. Bonjour. Monsieur. Je prends une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Alors, je vais procéder à la photo. Je vous laisse regarder la caméra qui se trouve juste en haut, s'il vous plaît, monsieur. Le site est ultra sensible. Je serai donc toujours accompagné par un moitié guide, moitié surveillant. Voilà, donc ça
c'est votre badge pour cette semaine, Oui. avec le nom, prénom, la photo pour la reconnaissance par les agents de sécurité et la date de validité du badge. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. Me voilà apte à rentrer. Un parcours fléché m'attend. Première étape incontournable, un cours accéléré sur le traitement des déchets nucléaires. Ce qui arrive ici, c'est ça. Ce qui fait l'énergie d'une centrale nucléaire, C'est ça. c'est quoi ça? À l'intérieur de ces tubes, qu'on appelle aussi crayons, vous avez des pastilles, donc des petites céramiques de 8 mm de hauteur. Dans ces pastilles, vous avez de l'uranium qui a été enrichi. Ouais. On va cisailler cet assemblage, Oui. récupérer la matière valorisable à l'intérieur et séparer les gaines, c'est-à-dire les morceaux qu'on aura découpés, les grilles et les embouts, et on va le compacter. Areva affirme recycler 96% du combustible qui entre dans son usine. Cet uranium, après retraitement, repart comme carburant neuf dans les centrales. Les 4% restants, extrêmement radioactifs, seront vitrifiés et enfermés dans des bonbonnes en inox. Ça, c'est le vrai déchet. Ça, c'est le déchet ultime. Voilà, c'est un conteneur de déchets vitrifiés, donc les 4% de produits restants. Ce conteneur-là peut ensuite être entreposé sur le long terme. Vous n'avez plus de risque de contamination, puisque la contamination est capturée, emprisonnée à l'intérieur de ce verre. Donc, en attendant, tous les déchets nucléaires de l'industrie nucléaire française sont stockés ici à La Hague. Tout à fait. Ça a quel volume? Je ne me rends pas compte. Ben, si vous mettez tous les conteneurs les uns à côté des autres, ça fait l'équivalent d'un terrain de football. Pour toute l'histoire du nucléaire Oui. français. Bon. C'est pas énorme, d'où l'intérêt du recyclage. Vous avez récupéré 96% de cette matière-là, vous n'avez un entreposage que de 4%. Et un jour, peut-être, on les entreposera dans des cavernes souterraines pour s'assurer de n'entendre plus jamais parler d'eux. Tout à fait. Problème, le site de stockage français de Bure, dans l'est de la France, est très loin d'être opérationnel. Mais ça, c'est une autre histoire. Deuxième étape de mon parcours initiatique, une batterie de tests médicaux obligatoires. Prise de sang, visite médicale et un truc barbare qui n'appartient qu'au monde du nucléaire, une spectrométrie. Bonjour, c'est moi le client. Chaque individu a un degré de radioactivité naturelle. Un test va déterminer mon taux le jour de mon entrée et à la fin de mon séjour, on vérifiera que je n'ai pas été exposé à une radiation accidentelle. Expliquez-moi déjà. Ce que je vais vous faire, Ouais. rien du tout, c'est vous qui allez tout faire. En fait, à l'intérieur de cette colonne, vous avez deux détecteurs qui vont mesurer les rayonnements gamma qui sortent de votre corps. Voilà, vous restez au milieu, face à la colonne, c'est pas une radio, vous n'avez pas besoin de vous plaquer contre le... Il faut que je reste 3 minutes comme ça. 3 minutes, oui. C'est bon. Voilà, c'est terminé. À voter. Donc là, c'est centré sur 1460 kV/volt. C'est le potassium 40 naturel que vous avez dans le corps. Donc pour vous, tout de suite, là, il y avait 5000 becquerels de potassium 40 dans votre corps. Donc voilà, c'est normal. C'est tout à fait normal, on est de 4 à 6000 becquerels suivant les gens. En fait. Et un travailleur du nucléaire, il a la même courbe que moi ou pas? Exactement la même, puisque en fait, c'est vraiment exceptionnel qu'on trouve quelque chose. Ouais. Et maintenant, direction le vestiaire. Bonjour. Bonjour, Franck Wallien, donc du Comme c'est secteur charmant radioprotection. ici. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ici, tout le monde porte la même tenue, la tenue Areva, blanche, de la tête aux pieds. Bon, ben voilà. Je suis prêt. Eh bien non, ça n'est pas encore fini. Me voilà en tenue universelle. Il manque les accessoires indispensables à ma panoplie de visiteurs, les dosimètres. Et maintenant, je vais vous donner votre dosimétrie. Alors la dosimétrie, il y a deux dosimétries réglementaires. La dosimétrie passive Ouais. et la dosimétrie opérationnelle. Celle-là, on l'appelle passive. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir mesurer la dose que vous avez prise.
il faut le développer au laboratoire de dosimétrie. C'est pour ça qu'on l'appelle une dosimétrie passive. Et là, je vais vous délivrer un dosimètre. Un dosimètre, donc une dosimétrie active. Celle-ci, une dosimétrie, ce qu'on appelle la dosimétrie opérationnelle. C'est un dosimètre électronique qui permet de lire la dose que vous prenez en temps réel. Donc c'est ça, si je dépasse la dose, ça se déclenche. Tout à fait. C'est ça le principe. Tout à fait. On est pareil? On est pareil. Eh bien, on y va. Franck me donne les dernières recommandations avant mon premier contrôle dosimétrique. Maintenant, c'est bon, vous pouvez rentrer. Cette fois, ça y est, j'entre vraiment dans la machine. Je note au passage que les couleurs des murs ont changé du bleu au vert. Dans l'usine, il y a un code couleur, 5 nuances classées par ordre de dangerosité. Bleu, vert, jaune, orange et rouge. Le rouge indique les zones interdites aux humains. Dans le couloir, je remarque que les portes sont plus difficiles à ouvrir. Pour garantir le confinement des matières, on a un système de dépression, des dépressions qui sont en cascade. Plus on avance, plus les dépressions sont importantes. D'accord. Voilà. Donc entre deux zones, entre une zone 2 et une zone 3, on va avoir du mal, à un moment donné, à ouvrir la porte à cause de la dépression. D'accord. En cas d'accident, la dépression sert à retenir l'air contaminé à l'intérieur et à éviter la dispersion. Mon nouveau guide s'appelle Bruno. Il est responsable de l'entrée du combustible dans la chaîne de recyclage et Bruno est le roi du kitesurf. Les portes et les couloirs se succèdent, il n'y a plus de fenêtres, aucun repère, jusqu'à cet étrange hublot. Ah ça y est, il est pas ça qu'on voulait le voir. Eh bien si, c'est exactement ce que je voulais voir. C'est la première fois de ma vie que je peux presque toucher du combustible nucléaire. Je suis dans une des 2 salles de réception des déchets envoyés par les centrales, le cœur névralgique de l'usine. C'est ici que commence la chaîne de retraitement. Je vois enfin de près les barres d'uranium. Ce sont ces colonnes de métal qui mesurent 4 mètres de haut et pèsent 800 kilos. Donc ça, là, c'est une zone rouge. Oui, c'est une zone rouge, on ne peut pas y accéder. Qu'est-ce qui nous sépare On là? a carrément un hublot et on a 1,30 m qui nous sépare là. D'ailleurs, De verre. De verre, là, ici. Des techniciens pilotent à distance, depuis la salle de conduite, les barres d'uranium radioactif usagées. La procédure est lente et délicate. Même depuis mon poste d'observation, je sens la tension qui règne lors de cette manipulation. Dans un premier temps, l'élément combustible est immergé dans un bassin pour faire chuter sa température. En un quart d'heure, il passe de 400 à 80 degrés, puis l'assemblage ressort. Quand il va être en position haute, il va aller chercher le numéro de l'élément combustible. Chaque élément combustible a un numéro. Une identité. Voilà, exactement. Carte d'identité. Ouais. Et c'est indispensable, il faut bien la lire, c'est primordial. Et le pied. Et voilà, on le voit le pied. Le pied de l'élément combustible. Ah, ça y est. Il est en train de se centrer au-dessus du puits. Va sur son panier final. Ce combustible usagé va être stocké dans la piscine pendant plusieurs années. Donc voilà, il est rentré dans son panier. Ouais, pour quelques années. Il va aller se loger, ouais, 3 à 5 ans. 3-5 ans. Au revoir, panier. Il va refroidir gaiement. En 2013, l'usine a retraité plus de 1100 tonnes de combustible usagé. En fait, je m'aperçois que les Français ont une très faible idée de ce qu'est un combustible nucléaire, à quoi ça ressemble, dans quelles conditions on peut le manipuler, dans quelles conditions on peut le retraiter. Voilà, finalement, la seule image qui me serait venue spontanément, c'est un truc avec une pelle et... Carrément. Bah, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, je savais pas que ça avait cette allure-là. Comme quoi, ça avait le coup de venir. Oui.
Avant de quitter l'atelier, je vérifie mon taux d'irradiation et je découvre ce qu'on appelle ici le fer à repasser. Je vous laisse faire. Oui. Les mains et les pieds sur un autre appareil. D'accord. Ok, d'accord, c'est bon. S'il y avait quelque chose, qu'est-ce qui sonnerait? Là, vous voyez, contaminé bêta-gamma, contaminé alpha. Il D'accord. sonnerait et une alarme rouge, voilà, il y aura une alarme rouge. Allez. Donc l'idée, c'est de mettre les deux pieds là-dessus. Voilà. Donc ça contrôle les pieds, en fait, c'est ça? Les pieds et les mains. Et ben, dans vos mains, vous mettez vos mains dedans. Voilà. Voilà, c'est bon. Non contaminé. Ok. Et je repasse en zone bleue et profite d'une petite pause pour parler avec Bruno. Je suppose, Bruno, quand on travaille dans le nucléaire, qu'il y a les amis, les voisins, tout ça, ça pose des questions, non? Ah ben, en général, ils demandent est-ce que vous prenez des doses. Donc ils savent déjà ce que c'est que dose. Là, on essaye de leur expliquer qu'en général, on prend 0,1 millisieverts, qui est infime. 0,1 millisieverts, c'est l'équivalent d'une radio du poumon. Mais j'imagine, toi, tu fais du kitesurf, hein, c'est ça? C'est ton activité de loisir. Là, c'est extra-professionnel. Ouais, c'est mais dans un autre domaine. ouais. Quand tu tombes sur un antinucléaire, comment ça se passe? Quand je tombe sur un antinucléaire, en général, j'essaie de lui, comment dire, de lui expliquer les choses, mais c'est pas facile. Il a ses idées et il n'en démord pas. Donc il n'y a pas de communication. Et c'est là la problématique, c'est que comme il n'y a pas de communication, le dialogue est rompu. Finalement, c'est un monologue. Qu'est-ce que je fais? Viens voir comment je suis sur l'eau. Voilà, et toi, tu parles là-dessus. Et là, je parle, je fais, voilà, tu vois, on est à égalité, mon gars. Un antinuc, un nucléaire. Merci en tout cas. On trinque au café, évidemment, il n'y a jamais d'alcool. Ah, pas d'alcool. Interdit, interdit. Strictement interdit. C'est mon deuxième jour à La Hague. Hier, j'ai vu entrer des déchets radioactifs derrière une vitre de plus d'1 mètre d'épaisseur. Aujourd'hui, je vais accéder à la piscine dans laquelle sont stockées les barres d'uranium. Je vais approcher l'atome avec les dégaineurs, les hommes de la cellule d'intervention en milieu radioactif. Ils doivent effectuer un contrôle de routine, la vérification des filtres de la piscine. Ils font ça tous les 15 jours. L'opération là consiste à nettoyer les filtres qui permettent justement de nettoyer l'eau de la piscine, dans lequel se trouvent les éléments combustibles. Ok. En fait, les réacteurs qui viennent des centrales, dessus il y a des dépôts qui se font sur les gaines des combustibles usés que l'on met en piscine. D'accord. Donc il y a des impuretés qui sont dans l'eau et c'est ce qu'on filtre sans cesse. D'accord. Allez, go. Direction la piscine où est stocké sous l'eau le combustible nucléaire. Et ça commence par l'enregistrement de mon dosimètre. 80 mètres de long, 15 mètres de large, le bassin ressemble à une piscine olympique. On peut y stocker plusieurs centaines de paniers contenant les assemblages radioactifs qui vont refroidir lentement pendant 3 à 5 ans. Et je découvre que l'eau est le meilleur rempart naturel contre les irradiations. Dans ces paniers, il y a le combustible nucléaire à retraiter. Hein. Tout à fait, oui. Hein? Donc ça, c'est le stock, c'est le travail à venir, ça. C'est le travail à venir. L'eau qui est autour, Oui. elle est dangereuse ou pas? C'est une eau qui n'est pas dangereuse. Mais elle n'est pas radioactive. Elle est pas radioactive. D'accord. Donc au fond, il n'y a pas de risque d'exposition à une matière radioactive dans cette enceinte-là. Sauf si on va toucher les barres de combustible. Ouais, tout à fait, ouais, voilà. tout à fait, ouais, qui elles sont à quoi? Combien il y a d'eau là? En fait, nos piscines font 9 mètres de profondeur d'eau. Oui. Et nos combustibles font 5 mètres. Ce qui D'accord. veut dire qu'il nous reste 4 mètres de protection biologique. D'accord. Entre les combustibles et nous, quoi. Pour effectuer le nettoyage des filtres, toute l'équipe doit se glisser dans la tenue réglementaire en zone exposée. Un dress code assez contraignant. Ça s'appelle mettre la ceinture et les bretelles. Après avoir enfilé 3 paires de gants et mis une charlotte, Le pantalon vinyle. je passe le haut en vinyle, puis on me glisse un masque à gaz. Là, on va basculer à l'arrière. Le dernier élément qu'il nous reste à mettre, c'est la cagoule.
on la présente comme ça. Et là, on va mettre la protection. C'est bon? Tout est OK? Donc, vous êtes prêts pour faire l'intervention? Ces hommes doivent contrôler les filtres disposés au fond de la piscine. Ces filtres servent à nettoyer l'eau déminéralisée en circuit fermé qui refroidit le bassin où sont stockés les paniers de combustible. Avant de récupérer les tamis, l'opérateur s'arrime à la rambarde avec un harnais de sécurité. C'est une étuve, on ne peut pas avoir idée, c'est horrible. Oh. Pour récupérer les filtres, les méthodes sont artisanales. Un crochet de marin-pêcheur suffit pour remonter le casier. Dès que le filtre est sorti du bassin, un autre technicien contrôle son niveau de radiation. Tout élément qui sort de la piscine est contrôlé d'un point de vue radiologique. Ouais. Donc on va vérifier la contamination. Et pour l'instant, il y en a où il n'y en a pas? Pardon? Il y en a où il n'y en a pas, là? Là, pour l'instant, actuellement, nous n'avons rien vu. Rien testé, aucune contamination. Donc là, j'ai vérifié aussi l'absence d'irradiation sur les paniers filtrants. Et il n'y en a pas non plus? Rien du tout. Ok. Voilà. 2 heures plus tard, les techniciens rangent tout l'équipement utilisé. Les objets collectés seront analysés ultérieurement par le centre avant d'être traités comme des déchets faiblement radioactifs. À mon tour de me livrer à un striptease, avant de passer au contrôle GGR, un contrôle de plus. L'appareil, vous prenez en main propre et vous allez contrôler toute la partie du masque. Voilà, tout doucement, tout doucement. On se rapproche. Vous pouvez retirer votre masque. Allez, Oh nom de Dieu. C'est bien, hein? Quand on l'enlève, hein? ça fait sonar. Ah ouais. Avant de partir, je sonde un des dégaineurs sur le stress que peuvent ressentir leurs familles. Ta femme, elle, l'idée que tu sois si près de la matière fissile, ça lui plaît, ça lui fait peur, ça... Non, c'est pas que ça lui plaît, ça lui fait pas peur non plus. Bon, après, c'est vrai que elles savent pas forcément ce qu'on fait en détail, c'est pas toujours évident à expliquer. On a du mal à s'imaginer comment c'est vraiment à l'intérieur, quoi. Donc, mais non, elle est pas inquiète par rapport à ça. Ok. Merci. Je quitte la piscine parce que j'ai rendez-vous à l'autre bout de l'usine avec les membres d'un service extrêmement important lui aussi, dans un univers aussi sécurisé. Branle-bas de combat chez les pompiers. Chef de piquet de l'autorité. Transmettez pour chef de piquet. Vous partez pour feu, deuxième étage, reçu. Reçu. Un exercice incendie vient d'être déclenché par surprise. De la fumée s'échappe d'une fenêtre. Les pompiers de l'usine de La Hague disposent des mêmes moyens qu'une ville de 30 000 habitants. Ok. C'est bon, fin de la manœuvre pour la première partie, on va faire... Frédéric, ça fait combien de temps que vous êtes pompier ici, vous, à La Hague? 1998. Depuis 1998, vous êtes 1900, intervenu. Vous êtes intervenu sur combien de feux? Ici? Ouais. J'ai pas fait. Il y a rarement de feu. Donc en fait, on s'entraîne tous les jours pour un truc qui arrive quasiment jamais. C'est là où il faut être prêt. Ouais. C'est là où il faut être prêt. C'est justement ce qui fait la force du système, c'est que si on se dit il va rien se passer et qu'on ne s'entraîne pas, le jour où il va se passer quelque chose, on sera complètement à la ramasse. Et quelque part, on protège nous aussi notre outil de travail, parce que c'est notre outil de travail, on préserve notre outil de travail. Là. Et vous protégez votre entreprise, votre outil de travail, une bonne partie de la Normandie, une grosse partie de la France et une partie de l'Europe quand même. D'une certaine manière. Le nucléaire dans le monde aussi. Voilà. Voilà, et le retraitement de combustible et tout ça, quoi. Ouais, quelque part, ouais. On est un tout petit maillon de la chaîne, mais
S'il y a un maillon qui casse, toute la chaîne elle est rompue. Donc quelque part, nous, il faut qu'on soit là et on s'entraîne pour ça. Mais il n'y a pas de frustration à s'entraîner 15 ans pour jamais intervenir? Le boulanger, il fait des gâteaux, il ne mange pas tous les jours. Hein. N'empêche que les pompiers doivent quand même s'entraîner tous les jours. Au-delà de tout ce qu'on a déjà vu, en plus, ils ont une gare à eux. Bon, reprenons. Et tu sais, toi, si à un moment donné, cette eau est radioactive ou pas? Bah je la mesure après. Pour moi, c'est un théâtre, ça. Les gens qui s'habillent comme ça, ce sont presque comme des acteurs. Ce matin, je commence ma journée à 40 km de l'usine. La gare de Valogne, une gare propriété d'Areva. Allons-y. Mon guide s'appelle Armelle. Elle est responsable du terminal ferroviaire. Bonjour monsieur, ça va bien? Oui. C'est ici qu'arrivent les trains qui transportent les déchets nucléaires en provenance des centrales. C'est quand même incroyable qu'au-delà de tout ce qu'on a déjà vu, en plus ils ont une gare à eux, quoi. C'est une gare privée. Ça fait 15 ans qu'Armelle veille sur ses convois. Et ça n'est pas forcément simple, car l'endroit est connu des antinucléaires. Et alors, il doit y avoir des manifestations ici, c'est un endroit où venir protester. C'est arrivé, effectivement, je ne vous le cache pas, c'est arrivé. Ça n'a jamais été ultra violent. La SNCF achemine les colis radioactifs sur les lignes normales. Les 2 wagons en question proviennent des centrales EDF de Paluel et de Belleville. Chaque sarcophage pèse 120 tonnes. À l'intérieur, seulement 6 tonnes de combustible. Les sarcophages sont protégés des regards indiscrets par un carénage blanc appelé canopie. Les emballages et les colis ne sont jamais visibles du public en cours de transport. D'accord. Les canopies n'ont pas de rôle de sûreté ou de protection physique ou quoi que ce soit. Ils sont juste là. Ils dissimulent un peu. Ils évitent bien sûr qu'il y ait un accès direct du public au colis. Et puis, ouais, ils nous ont évité par le passé que c'est les canopies qui ont pris quelques jets de peinture plutôt que ce soit l'emballage. Ouais. Bonjour monsieur, ça va bien? Bonjour. C'est bonjour. C'est vous qui est-ce qui conduit? C'est moi. C'est vous? Donc votre métier, c'est chauffeur de matières sensibles? Chauffeur routier, quoi. Ouais, mais enfin, c'est particulier, ou pas? Oui, c'est particulier, quoi, mais bon... ça change la conduite? Déjà, c'est du convoi exceptionnel, déjà, par le poids. Hein, donc, il n'y a plus d'attention à avoir au niveau de la route. Après, bon, il y a la matière, quoi. Aujourd'hui, c'est Eric qui doit piloter le convoi exceptionnel. Il transporte des matières nucléaires depuis 25 ans. Avant de partir, il vérifie attentivement l'état des 80 roues de la remorque. Pour regarder les pneus intérieurs, on regarde. Un sarcophage de 120 tonnes tracté par un camion de 60 tonnes. Bon, ça y est, la machine est prête? C'est prêt. Ce sont 180 tonnes qui vont s'élancer sur les routes du Cotentin, escortés par 4 motards. Et c'est parti pour 90 minutes de conduite sous haute tension, à 30 km/h de moyenne. Chaque jour, un convoi identique part de la gare de Valogne pour rejoindre l'usine à une quarantaine de kilomètres. Après avoir quitté l'autoroute, le convoi s'engage sur une départementale. Le chauffeur doit redoubler de vigilance, surtout lors de la traversée des petits villages. Une fois dans l'usine, la remorque est parquée dans un hall où le sarcophage sera déchargé. Les équipes de radioprotection entrent en piste.
il faut vérifier la parfaite étanchéité du conteneur. On lui souhaite bienvenue. Bon, avant que nous on intervienne sur l'emballage, donc les gens contrôlent si l'emballage est conforme. D'accord. Quelque chose m'intrigue. L'emballage est extrêmement chaud. J'ai un truc à vous demander, venez voir. Il fait chaud là. Oui, c'est très chaud. Les ailettes là, c'est pour... Donc c'est des ailettes en cuivre qui servent à la diffusion de la chaleur. Donc au refroidissement d'une certaine manière. Qui servent au refroidissement. Je contrôle s'il n'y a pas une détérioration des ailettes. Et je contrôle si les vis sont bien en place. Et s'il a été plombé. Ok. Les équipes passent l'enveloppe du château au peigne fin à la recherche de la moindre anomalie. À l'intérieur, les fameux tubes d'uranium que j'ai découverts le premier jour. Il faudra près de 10 heures pour qu'ils entrent dans la chaîne de recyclage. J'abandonne le château pour rejoindre l'école des métiers. Bonjour. Non, enchanté. Areva a dû créer sa propre école pour former son personnel technique. Ma visite commence par la découverte des 3 tenues d'intervention que doivent revêtir les techniciens pour aller sur les lieux à risque. Une sorte de petit musée de la mode nucléaire. Beaucoup de machines utilisées ici sont des prototypes. Ces robots ont été inventés sur place pour pénétrer en zone rouge, là où les hommes ne peuvent pas aller. La manipulation de ces machines oblige les techniciens à se former en permanence. Et vous allez vous entraîner pendant 5 ans? Oui, enfin, on va se perfectionner au mieux pour pouvoir réaliser le démantèlement dans les règles de l'art. Donc là, on a le gros robot, on va dire, et ici, on a le petit modèle. Voilà. D'accord. Donc celui-là, quelle est la différence avec le gros? Alors celui-ci nous sert essentiellement à faire des prises d'échantillons pour aller récupérer un dépôt quelque part, pour envoyer ce dépôt dans un laboratoire pour analyse. À l'école, on forme aussi des téléopérateurs. Ils interviennent en zone rouge grâce à des bras articulés qu'ils manipulent à distance, une sorte de prolongement de leurs mains. D'accord. Je vais vous faire une petite démonstration et après vous essayez de reproduire. Ouais. Donc on va prendre cette petite bille et la poser. Ah ouais. On arrive vraiment à reproduire les gestes de la main avec ces outils. Hop, hop, hop. Donc si vous voulez bien essayer. Donc là, j'ai juste la poignée. La poignée. Et c'est ça qui pince, hein? Voilà, mais il faut tenir le bras pour pouvoir faire le mouvement de la main. D'accord. Et ça n'est pas aussi simple à manipuler qu'un joystick. Hop. Bon, reprenons. Remarquez, ce serait pas normal que j'arrive à faire quelque chose que vous maîtrisez depuis 30 ans. Un peu comme dans les attractions de fêtes foraines, on gagne presque à tous les coups. Allez, tout bien. Allez. Comme chaque matin, Christophe nourrit ses moutons avant d'aller travailler. Il est téléopérateur chez Areva, mais n'a pas voulu lâcher la ferme qu'il a héritée de ses parents. Ça fait rien de s'échapper. C'est vrai que sur le site de La Hague, les bâtiments qu'on voit hors de terre, il y en a autant sous terre. Donc on travaille souvent dans l'ombre et sous terre. Et quand on sort, on a envie forcément de voir autre chose, de respirer. J'ai bien compris que dans la région, l'usine donne du travail à beaucoup de monde. Comme des milliers d'habitants du coin, Christophe en a bénéficié. Il y a 15 ans, à la sortie du lycée agricole, il a frappé à la porte de l'usine. Aujourd'hui, il travaille sur un site névralgique, l'atelier de vitrification, là où les déchets ultimes sont fondus et coulés dans du verre. Au 3e sous-sol de l'usine, au cœur de la chaîne de recyclage, Christophe et son coéquipier Raphaël
vont réaliser une opération très délicate. Derrière cette vitre d'1,30 m d'épaisseur, la zone rouge, seules les machines peuvent y rentrer. Attends, je vais la prendre avec la corde. Là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de réparer une manchette. Tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que réparer une manchette? C'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup d'étanchéité au niveau du condenseur. Donc là, on va... C'est un joint, alors? C'est un joint qu'on va coller dessus. C'est classique, ça arrive. Et là, l'unité est à l'arrêt? Alors, l'unité est à l'arrêt. Là, nous sommes en maintenance. La maintenance, elle dure environ 7 semaines. Ah, quand même. C'est lequel ton bras, toi? C'est lequel de ça? C'est celui-là, d'accord. Moi, je vais diriger la lumière pour vraiment les aider au maximum, sans les gêner. Sans les gêner. Pour changer ce simple joint de tuyauterie, les téléopérateurs vont tout de même mettre plus d'1 heure. Tu lèves 1 kg, oui, grand maxi. Hein. Il n'y a plus qu'à la serrer, c'est bon. Il y a certaines cellules où on peut intervenir. Celle-ci, on ne peut pas. Celle-là, c'est trop. Zone 4, c'est interdit. Ouais. Là, il y a des radiations. Hein. Voilà. D'où le mur d'1,20 m et ce beau carreau de d'1,20 m d'épais. De plomb où on voit bien. Ça va le faire maintenant. J'observe Christophe. Il semble parfaitement à l'aise dans cet univers industriel. Lui, le fils de paysan. Normalement, l'agriculteur, il est anti-nucléaire parce que... Non, du tout. Bah, du tout, bien au contraire. Mais non, pas du tout. Bien au contraire. Mais personne n'en voulait cette usine. Hein. C'est vrai quelque part. Les Bretons, ils en voulaient pas. Mais bon, nous, on l'a accepté et puis on peut en être que fiers. Vraiment que fiers. J'ai vite vu que ceux qui travaillent ici ont une confiance aveugle dans leur usine et ne sont jamais avares d'arguments pour me convaincre. On me dit que les concepteurs de la Hague n'ont pas choisi le cap par hasard, que les vents et les courants marins sont très puissants et permettent de disperser dans l'air et dans la mer les éventuels rejets, que la roche sur laquelle est bâtie l'usine est très ancienne et très stable, ce qui mettrait l'usine à l'abri des séismes, et qu'à 180 mètres d'altitude, on ne craint pas les tsunamis. Quand il y a eu Fukushima, vous avez eu un doute? Non. Après toutes ces années de certitude? Aucun? Non, aucun. Ici, c'est pas possible? Non. Il y a un tel... J'y crois pas. J'y crois pas. Au niveau sismique, au niveau... c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Puis on n'est pas au bord de la mer, là, on est un peu en hauteur. Voilà, mais même. Je crois que j'ai compris le cycle du retraitement des combustibles. Mais que deviennent les installations de cette usine contaminée? Les centrales nucléaires, les machines? C'est l'autre métier d'Areva, le démantèlement de sites contaminés, marché d'avenir. La responsable, c'est Laure. Elle me conduit dans les vestiges de la première usine, une ancienne zone rouge qui date de la fin des années 60 et dont la décontamination est presque achevée. Le but, c'est d'enlever toute trace de radioactivité dans ce bâtiment et pouvoir circuler en civil, sans les tenues qu'on a aujourd'hui. On garde le bâtiment ou on le rase? On garde le bâtiment à des fins de réutilisation pour le futur. Oui. Et c'est parti pour un nouveau dédale, sans oublier de pointer son dosimètre. Ce bâtiment a cessé son activité en 1998. Depuis, il a fallu vidanger les cuves, démonter toutes les installations et stocker les déchets. Ça a été très long. « 16 ans plus tard, il reste encore quelques mètres carrés à décontaminer, là, sous cette bulle de plastique. » Le chantier de démantèlement, donc dégager toute cette zone, c'est plus de 600 tonnes de déchets. 600 tonnes, c'est un Airbus A380. Chaque chantier de décontamination est un projet unique. Le moindre geste est anticipé, surveillé et contrôlé plusieurs fois. Rien n'est laissé au hasard. Et ça peut durer entre 10 et 30 ans sous ces tentes de travail. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe là-dessous, là, sous ces bâches roses. Alors,
Quand on installe un sas, c'est pour confiner, c'est-à-dire qu'on maintienne la contamination à l'intérieur. Ça, c'est en dépression. L'air qui nous entoure rentre dans le sas. Mais pas dans l'autre sens. Exactement. Il ne peut pas sortir. D'ailleurs, on voit, hein, c'est incurvé, quoi. Et donc là, l'opération qui a eu lieu, c'était de la découpe en 4 morceaux de la trappe en fonte qui faisait bouchon avec le silo. Donc, voilà. Donc ça, c'est un exemple de disque dont on servait hier pour découper la trappe. Est-ce qu'il craint plus que moi, lui, là où il est? Non, parce qu'il est protégé. Vous voyez, il est relié à une ligne d'air, l'air respirable. Donc il ne respire pas ce qu'il y a à l'intérieur? Tout à fait. Il respire le réseau de l'air donc respirable de l'usine. D'accord. Cette usine gigantesque, il faudra bien la démanteler un jour et trouver du personnel motivé. On trouve facilement du personnel pour faire un travail comme ça, parce que moi je me mets à la place d'un gamin de 20 ans qui on dit il y a du job, mais ça essaie d'aller là avec cette tenue-là, il ne voudra pas. Hein. Si? Ah si. Quand on est à la veille de faire une manip, la manip qu'on attend depuis plusieurs semaines, généralement les agents sont aussi très contents. Voilà. Et puis on n'en voit pas des jeunes qui sont en train de se former sur ce type d'opération. Hein. Oui, ça, ce sont ce sont déjà des gens qui ont une certaine habitude, qui ont une certaine expérience. Hein. Une fois de plus, pas question d'échapper au contrôle dosimétrique. Si à l'intérieur de l'usine, tout est sous contrôle, Areva s'intéresse aussi à ce qui se passe hors de ses murs, autour du site. Et le monsieur environnement de l'usine, c'est Jean-Philippe. Direction la petite crique de Gouriot et son port de plaisance. C'est pas loin, il y en a pour, on va dire, 7-8 minutes pour aller là-bas. Et on va faire quoi, donc? On va faire un prélèvement d'eau de mer dans le port, mais comme le port est à marée basse, on va le faire de l'autre côté de la digue, et jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'eau pour ramener quelques litres. Chaque matin, Jean-Philippe effectue une tournée de 3 à 4 heures dans les environs de l'usine. Au gré de son périple, il peut rouler une 50aine de kilomètres pour recueillir des échantillons pour le laboratoire. Il commence aujourd'hui par récupérer de l'eau de mer. Ah oui, j'aurais dû faire pareil, moi. Bon, ça glisse pas trop, là, ça va. Et tu fais ça tous les jours? Ouais. Voilà. Et tu sais, toi, si à un moment donné, cette eau est radioactive ou pas? Je la mesure après. C'est toi qui le fais? Enfin, c'est pas spécialement moi. Moi, je sais ce qu'on trouve là-dedans, par habitude, par expérience. Oui. En fait, dans l'eau de mer, on trouve énormément de potassium 40. Ça, et comme dans le corps humain, en fait. D'accord. C'est de la radioactivité naturelle. La mer est pleine de potassium 40. Le but de ces prélèvements, vérifier l'impact de l'usine sur l'environnement et donc sur la population. Et d'ailleurs, on connaît tous ici, moi je suis cherbourgeois, je vis ici depuis très longtemps, on a énormément dans nos relations de gens qui sont antinucléaires, qui sont restés. Je suppose. Et voilà, et ces gens-là, ils vivent ici avec leurs femmes, leurs enfants, leurs familles, ils y se trouvent bien. Donc ça prouve bien qu'ils n'ont pas peur de l'aspect nucléaire. Près de la Hague. Voilà, exactement. Voilà. Allez, on franchit le mur. Allons-y. J'y vais le premier, qui va le premier? Allez. Ah, il n'y a pas de rampe ici. Hein. C'est pas très fin. Jean-Philippe effectue ses prélèvements dans l'eau, mais aussi dans l'air, sur les animaux, sur les végétaux et même dans le beurre. Ouais. Le dernier échantillon de la journée sera prélevé au pied de l'usine, dans un pâturage. Nous allons collecter 1 mètre carré d'herbe, choisi au hasard. T'as quoi pour mettre ça? J'ai un sac. Allez, merci. Je commence les prélèvements? Ah ouais, avec plaisir. En fait, ça va être représentatif. Tous ces prélèvements sont ensuite analysés dans l'usine pour vérifier qu'il n'y a pas de contamination de l'environnement. C'est ça, un vaisseau spatial d'1 mètre carré. Voilà, qui atterrit là. Pendant longtemps, le site a gardé secret les résultats de ses analyses. Mais le manque de communication a fini par lui porter préjudice. Alors en 1999, pour regagner la confiance de l'opinion publique, Areva a décidé de mettre les résultats en ligne. Pour répondre à mes questions, c'est le chef de Jean-Philippe, le patron du laboratoire,
qui a été désigné. Là encore, le ton se veut très rassurant. On essaie de prélever des tracés exhaustifs sur tout ce qu'on va trouver autour du site. Le but, c'est de vérifier s'il y a ou pas des rejets. Notre objectif, c'est de vérifier l'impact du site sur son environnement. Ouais. Hein, et pas que l'impact nucléaire. C'est l'impact nucléaire et chimique. Et chimique, voilà. Parce qu'on fait aussi des analyses, en particulier sur nos rejets, on fait des analyses chimiques. D'accord. Il n'y a jamais d'incident qu'il faut que pendant 24-48 heures, on va trouver un peu plus de radioactivité que d'habitude, puis après ça se dissout. Lorsqu'on a eu dans le passé quelques événements, je rappelle d'abord que ces événements, en fait, ils ont tous été déclarés. Lorsque nous avons eu ces événements, on est toujours en capacité à vérifier l'impact de ces événements sur l'environnement, ponctuellement. Et aujourd'hui, nos événements radiologiques ont eu un impact extrêmement mineur sur l'environnement du site. Et ils datent de quand, les derniers événements? Je prends un dernier événement, c'était en 2001 par exemple, nous avions eu un rejet de ruthénium au niveau d'un atelier de vitrification. Ouais. Et ce rejet de ruthénium avait été qualifié et l'impact était extrêmement faible. D'accord. Depuis rien? Depuis rien, rien de notable. La journée s'achève et je vais découvrir que Jean-Philippe, mon préleveur d'échantillons, mène une double vie. Quand il tombe l'uniforme Areva, c'est pour revenir à ses premières amours, la peinture. Mais même dans son atelier, à des kilomètres de La Hague, l'usine n'est jamais loin. Quand on veut peindre un paysage, quand on veut peindre La Hague, avec tout ce que ça représente, côté majestueux, là, quand on est devant le cap de La Hague ou la baie des Calgrins, c'est peindre du vide. Peindre la nature, c'est peindre du vide. Tandis que peindre, finalement, des bonhommes, des formes, des cheminées, c'est très concret. Pourquoi? Parce qu'une usine, c'est quoi? C'est des architectures, c'est des rythmes, c'est des couleurs, c'est des formes. C'est une galerie d'art locale qui lui a proposé de peindre son usine sur des cartons Areva. Moi, j'ai pu aborder l'usine en tant que peintre, c'est parce que je m'y sentais bien. On peut pas, j'ai pas, justement, dans ce que j'ai pu traduire dans l'usine, cherché à traduire une sensation de risque ou pas du tout. Il faut bien voir que les gens qui s'habillent dans le nucléaire, ils s'habillent comme les pompiers s'habillent pour tous les risques qu'il peut y avoir, comme tous les gens qui sont dans un domaine s'habillent avec les protections nécessaires. Voilà. Pour moi, c'est un théâtre, ça. Les gens qui s'habillent comme ça, ce sont presque comme des acteurs. Disons, les acteurs d'un film catastrophe. C'est la fin de mon séjour. Je dois repasser par le centre médical pour faire mes tests de sortie. Voilà, c'est parti pour 3 minutes. Le médecin va comparer mon taux de radioactivité avec celui du jour de mon arrivée. Voilà, c'est terminé. Alors, Alors là, c'est parfait. Alors, je vais vous montrer. Ah. avant, après, pas de différence. Voilà. Ok. Tout est parfait. Super, ben merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Hop. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Après une semaine passée ici, je saisis mieux la complexité du traitement des déchets nucléaires. J'ai découvert des métiers que je ne soupçonnais pas. Entre secret industriel et secret défense, je comprends un peu mieux pourquoi ici, on se méfie des caméras. Même si un petit peu plus de transparence ne ferait de mal à personne. Il est temps pour moi de repartir vers de nouveaux horizons. Demain, j'ai rendez-vous avec d'autres hommes, d'autres femmes, aux vies peu ordinaires.